D'accord, je crois qu'on a atteint le nombre désiré. On va commencer donc. Bonjour à tout le monde. Je serai la présidente de cette session. Je vais superviser les choses. Je veux donner la bienvenue à Son Excellence le docteur Nagash Wadesho, qui est le ministère de l'Irrigation et de l'Énergie en Éthiopie. Bonjour. Je souhaite aussi donner la bienvenue au ministère d'État du changement climatique au Pakistan, Sagash Bone. Malheureusement, elle a une réunion de cabinet, donc elle a dû s'absenter. On va donc opter pour le plan B, donc on va enregistrer. Donc elle a enregistré son message. Donc on est heureux d'avoir les dignitaires qui sont là aujourd'hui. Je remercie nos partenaires d'UNICEF et des divers gouvernements représentés aujourd'hui pour leur soutien pour organiser cet événement. J'aimerais vous expliquer la structure de cet événement. On a des remarques de bienvenue de l'ancien président du Costa Rica et aussi l'Argentina. Ceci sera suivi d'une présentation du directeur de WaterAid, du PDG de WaterAid. Ensuite, je vais donner la parole à Mademoiselle Kelly Askenaïvou, qui est le directeur de la santé, de l'assainissement et de l'hygiène à UNICEF. Donc, on va commencer par l'honorable ministre et ensuite avec les autres délégués. Donc, Fernalindra, qui est le directeur du climat et de l'environnement d'FCO. Et ensuite, Monsieur Kao Subediado, qui est le directeur du programme de la programmation des pays. J'espère que ceci est clair pour vous et j'aimerais aussi réunir vos questions, rassembler vos questions. J'aimerais, avant de donner la parole au premier délégué, de vous rappeler d'utiliser le chat, la boîte de clavardage, pour mettre les questions appropriées et aussi pour vous indiquer je vous indiquerai qu'on a atteint la fin de la session. Je demanderai à nos orateurs d'utiliser le chat et de mettre vos questions dans le chat, s'il vous plaît. Je vais présenter notre chère honorable Madame Chia, qui a un message très important pour nous tous et nous toutes. Ministère distingué, membres du panel et participants, je suis heureuse de vous donner la parole aujourd'hui. J'aimerais commencer par réaffirmer ce qui est évident, à savoir l'eau et le changement climatique sont étroitement liés. On ne peut pas aborder l'un sans l'autre, sans aborder l'autre. L'accès à l'eau pour l'assainissement et l'hygiène sont des droits humains fondamentaux qui sont nécessaires à la vie. Cependant, l'accès de base de l'eau à l'assainissement et l'hygiène a un impact très important sur le développement socio-économique de plusieurs pays, communautés très vulnérables dans le monde. Ces réalités difficiles sont rendues de plus en plus difficiles par le changement climatique, surtout pour les femmes et les filles. Elle combine la réalité du changement climatique et de l'accès, du non-accès continu à l'eau, l'assainissement et l'hygiène, qui se traduisent par moins de temps à l'école, au travail et moins de capacité à être représentés, à influencer leur communauté et le développement de leur société. Les conséquences vont au-delà de l'inégalité des genres et mettre en danger le développement durable pour tous et toutes. On a du travail très important à faire pour faire prendre conscience de l'interdépendance du climat, entre le climat et l'accès à l'eau. On n'a pas encore eu le soutien nécessaire pour avoir les engagements qui auront été faits, qui ont été faits lors de l'accord de Paris. Il faut qu'on se concentre sur la volonté politique, assurer une bonne gouvernance et un financement
approprié pour faire prendre conscience de l'accès, donc de l'importance de l'accès du changement climatique. On sait que par l'expérience, le fait de générer un soutien politique plus important améliore la gouvernance, l'efficacité et permet d'avoir un focus plus important financier qui nous permet d'améliorer les choses. Après tout, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne priorise pas. J'ai eu l'honneur de servir en tant que présidente au Costa Rica et j'ai beaucoup travaillé pour diminuer l'empreinte climatique et faire en sorte que notre pays est l'une des premiers pays qui soit libre d'empreinte de carbone. Et pour atteindre les buts, les objectifs qu'on doit produire pour l'énergie renouvelable. Notre ambition ne travaillera seulement s'il y a un engagement politique. Le mélange des effets de serre, l'émission d'effets de serre, minimise les futurs impacts du changement climatique. Et jusqu'ici, les discussions climatiques et l'aspect financier qui y sont liés ont été étroitement liés à cet objectif. Cependant, pour nous tous et toutes, et surtout pour les personnes les plus vulnérables, l'impact d'une action inappropriée par rapport au changement climatique sont ressentis actuellement et c'est notre obligation de mettre en place une adaptation urgente, des mesures urgentes par rapport à l'eau, l'assainissement et l'hygiène qui soient résilientes. Chers ministres et collègues, l'avenir dépendra de nos actions. Le changement climatique est complexe, dynamique et un problème très complexe. Il affecte l'aspect humain et de façon sématique et il est vraiment essentiel de travailler ensemble et non de façon fragmentée. La résilience des communautés par rapport aux impacts du changement climatique ne sera seulement atteinte que si l'on travaille ensemble. Je suis vraiment convaincue que l'eau, l'assainissement et l'hygiène résilient fait une partie fondamentale des solutions climatiques. Merci. Merci beaucoup à notre leader pour ces remarques très inspirantes. On remercie l'ancienne présidente de prendre cela très au sérieux et de s'assurer qu'il y ait l'égalité dans le domaine de l'assainissement, de l'accès à ces services au plus tard d'ici 2030. Ceci est très important pour aborder les inégalités et l'accès à une eau potable qui soit sûre, à l'assainissement et l'hygiène. Comme vous le savez, des milliards de personnes verront qu'il y a un chevauchement très important entre les communautés qui sont très vulnérables et les menaces graves au point de vue climatique comme les inondations, les sécheresses. Donc, non seulement il faut avoir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement, mais il faut avoir des actions, des mesures qui puissent évaluer cela. On sait que 3% du financement climatique est lié aux projets liés à l'eau et parmi ces projets, seulement 10 d'entre eux sont liés à l'eau, l'assainissement, au service d'assainissement et d'hygiène. Et les 20 les personnes qui reçoivent les organisations les plus importantes, les pays, donc sont les pays qui ont un revenu faible ou moyen, dont le Bangladesh, qui est un pays très peu développé. On a discuté dans le cadre de nos partenariats comment ces secteurs qui se chevauchent doivent vraiment travailler, collaborer ensemble pour offrir des propositions qui soient claires et solides. Il faut aussi comprendre que les investissements financiers liés au climat, au changement climatique, ne pourraient pas fonctionner de façon optimale pour répondre aux besoins optimaux liés aux services comme la fourniture en eau, en hygiène. Surtout dans les pays les moins développés, comme on le sait, dans ces pays-là, les choses sont très limitées. On est très intéressé d'entendre des témoignages d'histoires et de projets réussis
et d'idées comment on peut améliorer les choses. Savoir comment les critères de financement sont interprétés. Ceci fait partie d'une série de conversations qui va se poursuivre, surtout lors de la COP26 à Glasgow en novembre, et aussi à nos réunions en Indonésie en mai l'année prochaine. Votre participation aujourd'hui est très appréciée, alors que nous travaillons ensemble pour s'assurer que d'ici 2030, on a vraiment réalisé nos objectifs par rapport à l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans tous les pays. Je suis très heureuse d'ouvrir cette session aujourd'hui et comme vous l'avez vu, on vous donne la parole. Vous avez 6 ou 7 minutes. Merci beaucoup, Catherine. Je suis très honorée de prendre la parole avec nos autres panélistes estimés, en particulier le ministre Wagesho. Je suis très heureux d'être avec vous. Il y a 2 heures au COP, la semaine de l'eau du COP, j'étais très heureux de participer aux sessions avec vous. Le ministère Gaulle nous rejoint par vidéo, mais je me rappelle très bien de ma participation aux sessions avec elle dans le district d'Asafaga au Pakistan, le premier district du Pakistan. C'était à la fin de 2019, juste avant qu'on commence à faire nos réunions en ligne, comme on le fait actuellement avec la Covid. Je vais donner quelques commentaires pour continuer ce qu'a dit Catherine. On travaille beaucoup dans le domaine qu'on a mentionné, surtout au cours des 18 derniers mois. On a eu un événement dans lequel vous aurez été impliqué en mars 2020, le sommet du financement sur l'eau. Et actuellement, il est évident qu'il y a une crise dans le domaine de l'eau au niveau mondial, au niveau de la qualité, de la quantité. Des milliards de personnes vivent dans des pays qui ont un déficit hydrique très important. On s'appuyait. Bon, beaucoup d'entre nous, des professionnels de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, savent qu'il y a des centaines de millions qui n'ont pas accès à l'eau. Et le monde est très concentré sur la crise de la Covid, mais on a réalisé que l'interdépendance entre l'accès à l'eau potable et à la santé est très important. Il y a des études qui ont été mentionnées par Catherine, qui ont été faites récemment, qui indiquent que si l'eau, l'assainissement et l'hygiène sont inadéquats, il y aura 10% de maladies au niveau mondial et des maladies qui peuvent être empêchées, donc on peut prévoir. Donc c'est clair qu'il y a un problème très important et qu'un investissement important doit être réalisé. Cette étude a aussi mis en lumière le fait qu'on devrait avoir 221 milliards par an uniquement pour atteindre les buts de l'ODD par rapport au changement climatique. Donc, on sait que dans les objectifs de WASH doivent influencer les aspects climatiques du changement climatique à l'avenir et aussi que les progrès qui ont été réalisés peuvent être perturbés par les inondations, les sécheresses dans plusieurs parties du monde. Et il n'y a pas assez d'argent qui est investi. Il y a des cibles de 100 000 milliards de livres sterling d'investissement qui n'ont pas encore été réalisés et on ne sait pas encore comment ceci va être atteint, réalisé. En fait, les investissements publics et privés dans le domaine du changement climatique, donc la plupart d'entre eux sont
investi dans la mitigation, dans le fait de réduire le changement climatique. Et une petite partie est investie dans le changement climatique déjà existant. Comme Catherine l'a dit, et le Bangladesh est le seul pays dans les 20 pays les plus importants qui font partie de cet investissement, qui bénéficient de cet investissement. Et seulement 1% des financements publics est basé sur l'eau. Et comme on le sait, la façon dont le changement climatique est affecté est par l'eau, justement. Il y a aussi des problèmes de légalité du financement, surtout pour ce qui concerne les délais concernés. Comme beaucoup d'entre nous l'avons expérimenté, il y a des hauts niveaux de complexité et d'accès au financement climatique, surtout même dans des organisations comme l'UNICEF, WaterAid. Et il faut vraiment se concentrer sur l'obtention de ce financement là où il y a les besoins les plus importants. Pas par rapport aux organisations qui sont les meilleures pour le processus de demande d'aide. Divers acteurs doivent s'assurer que les plans d'action, de mesures qu'on a mis en place doivent inclure les risques climatiques. Ceux-ci doivent être évalués, gérés d'une façon qui soit appropriée dans le monde actuel et le monde de demain par rapport à l'impact climatique. Pour ce qui concerne le travail qu'on a fait, on a réalisé que cela va au-delà de l'eau, de l'hygiène de l'assainissement. Il faut avoir des solutions qui s'appliquent dans tous les domaines. Il faut avoir des recherches dans la gestion des ressources d'eau. Il faut travailler avec d'autres organisations qui travaillent dans le domaine de l'eau. Oui, bien sûr, on utilise l'eau. 10%, on a dit, donc, comme tu as dit tout à l'heure. Il faut donc voir les choses sur le système aquifère de l'eau en général et avoir des solutions qui fonctionnent pour ces pays-là, dans ces domaines-là. Pour ce qui concerne WaterAid, on a travaillé avec plusieurs personnes qui sont impliquées dans ce domaine-là, avec le président, donc le prince du pays de Galles. Dans le cadre de cette initiative, on a eu des groupes de travail qui ont agi. On a eu des accélérateurs d'eau résiliente qui ont travaillé pour faire en sorte que ceci soit fait de façon résiliente avec tous les domaines, les organisations qui travaillent dans le domaine de l'eau et dans tous les secteurs. On cible aussi les communautés les plus pauvres dans le monde et faire en sorte qu'on mette cela dans le centre de nos activités, de nos travails. On se concentre vraiment là-dessus. Il faut qu'il y ait une innovation au niveau des modèles de financement qui soient davantage sophistiqués et des modèles qui réunissent les secteurs de l'eau et du financement pour obtenir des investissements privés avec un modèle de financement durable pour les communautés les plus pauvres dans le monde. Et il faut aussi avoir un soutien pour s'assurer que le secteur de la santé soit assuré, soit couvert. Donc, il y a des opportunités uniques pour améliorer cet investissement dans l'eau, pour s'assurer qu'il soit durable, qu'il aborde l'impact du changement climatique sur la sécurité de l'eau. Il faut qu'il soit plus rapide et qu'il adresse les problèmes des pays les plus pauvres dans le monde. J'espère que mes commentaires ont été utiles et je languis d'entendre les commentaires de mes collègues. Merci beaucoup, Tim, pour votre intervention, votre enthousiasme. Si je devais
dire exactement ce qui m'a vraiment appelé. C'est la phrase, ce que vous avez dit, disant que le financement doit aller vers ceux qui ont les besoins les plus importants et pas vers ceux qui font la demande de financement la mieux faite. Et je crois que c'est quelque chose de très important d'atteindre les communautés les plus marginalisées et aussi pour parler des questions les plus étendues au niveau de l'eau. Je vais maintenant donner la parole à Kali Wanu, qui est le directeur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène à UNICEF. On va partager ces débats. Je suis sûre qu'on aura des débats très intéressants sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Donc, je vous donne la parole maintenant. Merci beaucoup, Catherine. Je suis très heureuse de commencer notre journée avec vous à New York. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous et toutes. Je suis très heureuse d'être ici avec vous et de participer à la discussion. Comme Tim l'a dit, il a indiqué des chiffres très importants par rapport à nos discussions. Et il a donné des données très intéressantes sur les divers États et mis l'accent sur le fait qu'il faut vraiment améliorer l'action climatique au niveau de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Je languis d'avoir cette discussion avec vous et je crois qu'on va commencer par voir comment le secteur de l'eau, l'assainissement et de l'hygiène travaille déjà dans le domaine de la résilience et il a réalisé beaucoup de progrès. Et le parcours de l'UNICEF qui a commencé en 2014 pour développer le cadre stratégique pour la résilience et le développement nous permet de mieux comprendre, de mieux analyser les choses dans ce secteur et mettre en avant des priorités dans les divers secteurs, surtout pour les pays les moins développés. Et développer aussi les choses dans le domaine de la santé. On travaille dans ce cadre pour combler les lacunes dans le domaine de l'eau, l'assainissement et l'hygiène. C'est donc quelque chose qui a un impact mondial, qui exige des mesures particulières. On a des interventions de 5 minutes, 2 interventions de la part des leaders globaux sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Et on est très heureux d'avoir avec nous 2 experts qui vont fournir des aperçus, des conseils qu'on peut utiliser à la suite de cette session. Surtout maintenant qu'on languit l'événement COP à Glasgow de novembre. On a entendu de la part de Katrina que l'une de nos panélistes a dû aller à une autre réunion, mais on est très heureuse de l'avoir par vidéo. Donc en particulier Sartajou, qui est le ministre du changement climatique, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène au Pakistan. Et comme vous le savez, le Pakistan est un pays qui a eu des événements climatiques très importants, très graves, qui ont affecté le développement économique au Pakistan, comme les inondations, et l'accès aux services de base comme l'hygiène, l'assainissement, l'eau potable ont été affectés. Et on va voir donc ce qu'elle pense par rapport à la façon dont l'eau, l'assainissement et l'hygiène affectent le changement climatique. Et on va entendre quelles solutions elle propose. Je lui donne maintenant la parole. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici et qu'on se concentre sur le financement de l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Ils sont des sujets très importants. Je vais me présenter. Je suis membre du parti Rala Dusran
et je fais partie de l'unité du changement climatique. Et mon travail est centré sur le changement climatique et la façon dont il affecte l'eau, l'assainissement et l'hygiène, qui est le secteur le moins représenté pour ce qui concerne le financement. Malheureusement, celui-ci est prévalent dans notre pays et il nécessite un travail plus important dans ce domaine-là par rapport aux services qui sauvent la vie. Et pour ce qui me concerne, les femmes ont des difficultés extraordinaires dans ces circonstances à cause des besoins particuliers qui sont les leurs. Donc, l'impact de l'eau, l'assainissement et l'hygiène est très important pour les femmes et les filles. Et il est par conséquent fait partie de notre priorité. Nos priorités pour offrir les services nécessaires aux femmes et aux filles pour atteindre nos objectifs, pour aider les personnes les plus vulnérables. Le Pakistan est l'un des pays les plus affectés par rapport au changement climatique. Et à l'avenir, il le sera de plus en plus. Il y a des segments de la société qui sont particulièrement à risque des dangers liés à l'aspect climatique, comme les monsunes, les cyclones, les sécheresses, les inondations soudaines, qui affectent diverses régions au Pakistan. Et il faut donc tenir cela à l'esprit. Encore une fois, je remercie tous les panélistes, toutes les personnes qui ont participé et qui visionnent cet événement pour m'avoir permis de partager mon expérience au Pakistan. Je vous remercie. Je remercie le ministre du Pakistan pour avoir partagé son expérience et pour avoir utilisé l'eau, l'assainissement et l'hygiène pour l'impact dans ce domaine-là et pour avoir développé les priorités pour réduire la pauvreté. Et je crois que c'est quelque chose de très important de voir les solutions qui sont offertes dans ce domaine-là, liées au domaine climatique, qui contribuent à beaucoup de développements sociaux et des secteurs. C'est vraiment un moment intéressant pour nous. Et maintenant, nous allons regarder notre deuxième pays. C'est un plaisir et un honneur d'introduire son honorable Dr Nageshwar Gishu, ministre de l'État de eau et énergie en Éthiopie. C'est vraiment impressionnant qu'on est tous là sur cette plateforme virtuelle. Il y a eu des changements dans le climat, sécheresse, et devient de plus en plus commune. Et l'Éthiopie, je crois, a démontré un exemple sur une échelle internationale sur comment on peut mettre ensemble les différentes parties prenantes, de mettre ensemble les efforts, de travailler sur la gestion d'eau, assainissement et hygiène pour maximiser les bénéfices et le bien-être social de la population. Je crois que c'est quelque chose qui a aidé l'Éthiopie à discuter et montrer l'importance du financement du climat pour l'eau, assainissement et hygiène. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de ça? Merci. Merci Kelly et Katharina et tous les panélistes pour cette invitation, pour partager un peu d'informations sur notre effort.
sur le financement du climat pour l'eau, assainissement et hygiène. Comme nous avons tous compris, quand on parle des émissions de GES, on a travaillé beaucoup sur ça, mais le pays souffre des impacts des sécheresses et des inondations, et il y a des millions de personnes qui sont en danger suite à, bien sûr, des manques de alimentation et aussi accès à, aux services d'eau. Le changement climatique a mené à beaucoup de difficultés sur les ressources d'eau. Il y a des puits qui s'assèchent. Les infrastructures d'assainissement sont sous beaucoup de pression suite à des inondations qui deviennent de plus en plus communs. À part ça, le bétail est aussi impacté. Nous avons en fait ces communautés qui sont impactées à cause des sécheresses et des inondations. Donc les conséquences adverses sont multiples. Comme la ministre du Pakistan a dit sur les impacts sur les femmes et les filles qui doivent passer beaucoup plus de temps à voyager pour arriver aux sources d'eau et les difficultés aussi en ce qui concerne la situation d'assainissement et hygiène. Il y a la contamination des sources de l'eau douce qui rend la chose encore plus difficile. Donc, le gouvernement de l'Éthiopie, avec les parties prenantes clés de domaine eau, assainissement, hygiène, mis en place une plateforme pour focaliser sur l'harmonisation et l'alignement des efforts pour mobiliser des sources, budget, pour mener le processus de mise en œuvre, d'avoir une évaluation et aussi d'avoir un reporting comme une entité unique. À part ça, nous avons aussi établi un haut niveau, un groupe de travail qui inclut le secteur du gouvernement, agriculture, environnement, qui font partie du secteur gouvernemental. Et de l'autre côté, on a aussi la société civile et des universitaires. Et tout ça a été mis en place pour pouvoir aligner tout le travail mené par les différentes parties prenantes. Tout ce travail se focalise surtout sur le changement climatique ainsi que la gestion d'eau. Cette plateforme de haut niveau revoit le secteur d'eau pour donner des directions stratégiques pour l'avenir, pour faciliter le processus pour travailler sur le changement climatique. Nous avons aussi travaillé sur le planning eau, assainissement et hygiène. Eau, assainissement et hygiène résilient au climat font partie du service d'assainissement ainsi que le travail sur les communautés qui ont été impactées par les sécheresses parce que ça peut impacter l'accès à l'eau des communautés ainsi que du bétail. Nous avons essayé de nous éloigner des façons conventionnelles
pour lutter contre ces difficultés. Il y a aussi une complexité dans la gestion des services d'eau pour assurer une durabilité dans le service. Nous avons aussi révisé notre politique et stratégie de gestion d'eau nationale pour pouvoir faire face aux défis émergents comme le changement climatique. Donc, les choses ont changé qu'il y a 20 ans. Et donc, il fallait voir comment faire face à ces défis. Nous avons aussi mis en place un plan stratégique sur 10 ans d'ici 2030. Donc, pour voir où on est en ce moment et la direction vers laquelle on travaille. De travailler sur la résilience en ce qui concerne le changement climatique veut dire un travail qui implique plusieurs parties prenantes et aussi d'intégrer les différentes politiques dans la politique générale du pays. Chaque année, nous regardons les plans pour conserver l'eau et maximiser l'utilisation d'eau pour avoir un accès pour la plupart des communautés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ministre. Chaque fois que je vous entends parler, j'apprends beaucoup de l'Éthiopie. C'était vraiment incroyable d'entendre comment vous avez pu faire les liens entre différents plans, plans de durabilité pour arriver à un accès à l'eau, assainissement et hygiène, la gestion des ressources et comment c'est quelque chose qui est intègre au côté financier et économique. Quand on parle de la résilience, on imagine toutes ces parties du puzzle qui viennent ensemble pour adresser les éléments socio-économiques différents. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Je crois que maintenant, quand nous parlons de l'investissement en ce qui concerne le climat, il faut comprendre qu'on ne travaille pas tout seul, mais il faut une approche intégrée. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième partie de cette discussion pour pouvoir regarder l'avenir, comment nous pouvons adresser ces défis, ces questions. Nous avons entendu parler du financement du climat, sur comment nous devons adapter les services d'eau et hygiène. Et nous savons que les flux de financement ne sont pas suffisants en ce moment et les financements n'arrivent pas vers les pays où ils vivent les difficultés les plus élevées. Et il y a des endroits qui n'ont pas accès à ces services de base. Alors, maintenant, comment est-ce que nous pouvons lier les problèmes qu'on vient de discuter suite aux expériences des pays avec les solutions que vous utilisez, que vous envisagez pour travailler vers le financement du climat pour l'eau, assainissement et hygiène. C'est un honneur d'avoir avec nous Vel Janendran, directeur environnemental et climat du Bureau des Affaires étrangères, Commonwealth et Développement de Royaume-Uni. Alors, comme vous savez, vous êtes un des organisateurs de COP qui va avoir lieu plus tard cette année. Et un sujet important est l'initiative du financement du climat. Est-ce que vous pouvez partager vos points de vue sur les questions qu'on a soulevées
aujourd'hui sur les, les besoins d'adaptation, financement du climat pour au assainissement et hygiène, et surtout pour les pays les moins développés. Merci. Oui, merci Kelly. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Merci pour l'opportunité d'être avec vous et merci d'avoir organisé cette discussion vraiment importante. C'est un honneur pour moi d'être avec vous. Alors, ce qu'on a entendu des collègues d'Éthiopie et du Pakistan est vraiment important et c'est quelque chose qui est renforcé par le rapport qui a été publié il y a 2 semaines. Le fait qu'il y a des pays tous les pays qui commencent à avoir beaucoup plus de ces euh, sécheresses et inondations, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut une action plus rapide et plus forte. Je crois que c'est le message important qu'on a entendu aujourd'hui. Comment est-ce qu'on répond à ça? Alors, je peux regarder ça en deux parties. Alors, quelques messages qu'on a entendus de Kellyanne et de Tim. Vous avez parlé des éléments macro sur le climat, c'est-à-dire, première chose, il n'y a pas assez. Je crois que Tim a parlé d'un objectif de 100 milliards et dollars et ce n'est pas, euh, on n'est pas près de ça. Nous avons doublé en tant que Royaume-Uni le financement du climat. Et en fait, à partir de cette année, on a doublé le financement, mais c'est jamais assez. Il y a un besoin toujours en cours pour augmenter le volume de financement. Deuxième chose est de partager avec les pays qui en ont besoin le plus. Et en fait, on parle de l'adaptation et les chiffres qu'on a vus dans ce rapport qui a été publié il y a 2 semaines, et ça m'a choqué parce que on voit que peu de financement va vers les pays qui en ont besoin le plus. Donc, je crois que un point que je voulais souligner aujourd'hui était le suivant. Il ne faut pas prendre des fonds du côté mitigation pour l'adaptation ou vice-versa. Euh, il faut avoir euh, tout le financement qui est partagé selon les besoins. Une fois qu'on a augmenté le volume du financement, il faut assurer aussi que le financement euh, est un succès, c'est-à-dire qu'il faut regarder quel projet on va consacrer notre temps et financement et les délais aussi pour être le plus efficace possible. Au Royaume-Uni, avec le Fiji, on a mis en place une task force pour regarder sur comment on peut changer nos idées sur le financement. Et je crois qu'il faut réfléchir sur les mécanismes différents et les différents développements qu'il y a en cours. Donc, puis les macro-défis en ce qui concerne au assainissement et hygiène pour améliorer la possibilité d'accès au financement dans ce domaine. Comme on a entendu au début, le profil politique d'eau et de l'eau, assainissement et hygiène doit avoir plus d'importance. Je crois que le besoin d'agir est là, mais la solution n'est pas là. Et donc, l'intégration de ces sujets dans le planning plus large est essentielle.
Il y a plusieurs projets, WaterAid, Agua, il y a plusieurs efforts pour augmenter, améliorer le profil du sujet d'eau. Et je crois qu'il faut regarder tout ça d'une façon complète, holistique. C'est aussi important de rendre l'eau et l'eau, assainissement et hygiène euh, des domaines dans lesquels on peut investir plus. Il faut savoir, il faut voir comment on peut adresser les défis sur la durabilité, par exemple, et d'utiliser des recherches, des preuves pour pouvoir montrer le besoin davantage de ressources et d'investissements dans ces domaines. Je crois que c'est important de trouver, d'identifier des façons pour être plus innovateur, pour adresser les financements. Troisième est de s'éloigner du travail basé sur les projets et peut-être d'avoir des partenaires avec des systèmes de gouvernement et le secteur privé aussi pour des financements. On parle ici des vies des millions de personnes et quand on parle de l'échelle de l'ampleur du problème, c'est en fait ce qu'il faut montrer. Et dernière chose, il faut discuter, il faut voir ça sur une échelle intersectorielle. Donc, pas chaque secteur qui travaille tout seul. Il faut regarder tous les besoins et tout le travail qui est mené. Parce que si on regarde seulement un problème tout seul, on ne va pas avoir une solution plus globale. Donc, il faut aussi regarder l'inclusion, les personnes marginalisées. Donc, voilà, je crois que c'est comme ça qu'on peut arriver à des solutions d'une grande ampleur et arriver à des solutions qui marchent. Il faut travailler en partenariat et je crois que cette conversation jusqu'à maintenant a renforcé ce point. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est parfait. Et vous avez aussi synthétisé votre intervention. Je crois que c'est vraiment intéressant. Nous avons tous pris note parce que je crois qu'un des plus grands défis est de comprendre le secteur du climat. Et c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place, c'est-à-dire d'avoir un langage en commun entre les différents secteurs. Et aussi, je crois, d'avoir des réflexions plus spécifiques sur les liens entre le développement et le climat. Donc, je crois que vos réflexions étaient vraiment utiles pour avoir cette approche intégrée. Merci beaucoup pour votre intervention. Et nous espérons de continuer à garder le contact avec vous pour vous mettre à jour sur le progrès. Alors, nous avons un autre intervenant. On on est très heureux d'avoir M. Pa Ousmane Jarjou, qui est le directeur de la division de programmation par pays de la part de Fonds vert pour le climat. Merci d'être avec nous, M. Jarjou. Le Fonds vert pour le climat nous intéresse beaucoup. Surtout, on a entendu parler de la division 50%, 50% pour le financement mitigation. Et je crois que pour la communauté au assainissement hygiène, c'est intéressant. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les critères d'investissement du FVC et vos idées sur comment nous pouvons répondre aux difficultés à l'accès à l'eau potable
assainissement et hygiène. Merci. Merci beaucoup, Kelly Katharina. Merci pour cette invitation. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous, les ministres et les différents collègues. Le Fonds vert pour le climat est le plus grand fonds pour aider les pays en développement pour atteindre les objectifs pour réduire les émissions. Nous sommes engagés pour garder cet équilibre de 50%, 50% entre l'adaptation et la mitigation, le financement pour l'adaptation et mitigation. Et nous gardons aussi une allocation minimale, 50% de notre financement d'adaptation pour les pays en développement qui sont beaucoup plus vulnérables au changement climatique. Les États africains, les petites îles qui sont pris en compte, leurs besoins sont pris en compte. Les critères d'investissement nous fournissent des lignes directrices dans l'évaluation du développement en ce qui concerne les projets. Nous avons 6 critères d'investissement. Première, le potentiel d'impact qui regarde le potentiel des programmes pour contribuer aux objectifs du Fonds vert pour le climat. Nous avons un autre qui est le potentiel de changement de paradigme qui regarde comment le FVC peut regarder les projets pour atteindre des objectifs. Et bien sûr, ça dépend de l'ampleur du projet. Nous avons aussi d'autres potentiels sur s'il y a des sauvegardes et qui font partie intégrale du programme. Puis, il y a les besoins des récipients. Nous regardons la vulnérabilité et les besoins du pays et de la population. Et puis, nous avons la propriété du pays et la capacité du pays pour mettre en œuvre le programme et les stratégies. Et puis, nous avons l'efficacité, l'efficience qui regarde les politiques d'un programme particulier. Nous savons tous que nous avons des événements climatiques de plus en plus importants, une incidence plus élevée des sécheresses et des inondations. Et donc le changement climatique représente un danger réel, tangible aux différents secteurs de santé et aussi en ce qui concerne la durabilité. Les inondations, bien sûr, peuvent engendrer des difficultés en ce qui concerne le secteur de santé. Et ce que nous faisons au FVC, nous envisageons un changement vers un paradigme climatique, c'est-à-dire de regarder le cycle d'eau entier d'une façon entière pour améliorer la situation pour l'agriculture et le bétail, réduire les impacts et augmenter les activités pour arriver à une résilience plus élevée. Nous engageons avec les différents partenaires d'autres pays et institutions qui sont vraiment actifs dans le secteur d'eau et nous continuons à contribuer pour assurer que les communautés, surtout les plus vulnérables, qui sont impactées, auront quand même un accès sur toute l'année en ce qui concerne l'eau dans les communautés. Nous avons investi
1,5 milliard de dollars pour des projets liés à l'eau. Ce sont 18 projets. Et en fait, ce sont des projets qui adressent plusieurs points comme la sécheresse, la gestion d'eau, entre autres. Et ce sont des projets qui visent les plus vulnérables. Nous avons les Maldives, les Fidji, le Sénégal, Samoa, Éthiopie. Nous avons aussi le Pakistan, Laos, Palestine et Kiribati, entre autres pays. Ce sont des pays moins développés, des petits États, îles aussi, et nous continuons à prioriser ces petites communautés, ces pays toujours en développement pour soutenir l'adaptation au changement climatique. Merci beaucoup. Merci beaucoup au directeur pour votre intervention. C'était vraiment intéressant. Je crois que nous avons tous bénéficié de votre intervention sur comment tout ça aide ce travail. Katharina, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, donc je te passe la parole et merci beaucoup. Merci beaucoup, Kelly. Merci aux intervenants. Juste pour vous dire, c'était des questions vraiment intéressantes dans le chat de la part des participants. Mais on a déjà discuté sur comment nous travaillons ensemble, comment on va au-delà de l'assainissement, comment on peut augmenter les ressources et assurer aussi que ces ressources augmentées arrivent vers ceux qui en ont besoin le plus. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions, mais comme j'ai dit au début, c'est une discussion toujours en cours. Il faut continuer à travailler tous ensemble pour faire des progrès, pour devenir de plus en plus résilients et de trouver des solutions pour ça. De notre côté, nous avons hâte de continuer ce travail. Nous offrons notre temps et notre experts avec les différentes parties prenantes, les différentes institutions qui participent dans cet événement. Nous offrons en fait la possibilité de travailler ensemble pour pouvoir rendre le financement accessible, pour augmenter la visibilité des priorités de domaine eau, assainissement, hygiène, d'intégrer eau, assainissement, hygiène dans les plans différents, de travailler tous ensemble. Comme on a dit hier à l'ouverture de la Semaine mondiale de l'eau, c'est important de travailler ensemble pour aussi aider les plus marginalisés, les plus pauvres. Alors, j'avais juste quelques secondes pour vous dire ça. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Merci pour vos interventions. Merci pour tout votre travail sur le climat, sur l'eau, assainissement, hygiène, sur le financement. Merci de continuer ce travail dans l'avenir. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.